Carl Honoré. Lenteur, mode d'emploi. Mieux vivre et mieux penser dans un monde accro à la vitesse. Le système en don. Tirer le signal d'alarme. Pauvres gens, ceux qui n'ont pas de patience. Quelle blessure s'est jamais guérie autrement que par degrés? William Shakespeare. Un rituel familier est sur le point de débuter dans une petite salle aveugle d'une clinique londonienne bourdonnante. Intitulons-le Consultation d'un spécialiste par un patient souffrant du dos. La scène éveille peut-être un souvenir des murs blancs nus avec juste une planche anatomique et quelques traces de doigts sales. La lumière froide d'un néon fixé au plafond. Une vague odeur de désinfectant. Sur un guéridon à roulettes, à proximité de la table d'examen, quelques aiguilles d'acupuncture éparses évoquent des instruments de torture médiévaux. Aujourd'hui, le patient qui cherche à soulager un mal de dos persistant, c'est moi. À plat ventre sur le divan du médecin, le visage coincé dans une lunette recouverte de papier, j'aperçois l'ourlet d'une blouse blanche qui s'agite au-dessus du sol. C'est la blouse du docteur Wu, acupuncteur de son état. Proche de la retraite, il continue pourtant d'évoluer avec la grâce d'une gazelle. Pour tous les éclopés qui se pressent dans sa salle d'attente, il est l'incarnation des bienfaits de la médecine traditionnelle chinoise. Le docteur Wu a entrepris de planter une forêt d'aiguilles le long de ma colonne vertébrale. À chaque fois qu'il transperce ma peau, il ponctue son geste d'un grognement de triomphe. Et à chaque fois, la sensation est la même, un picotement chaud qui précède une contraction musculaire étrangement agréable. Je suis immobile comme un papillon précieux sous les mains d'un collectionneur de l'ère victorienne. Une fois son ultime banderille plantée, le docteur Wu réduit la lumière et me laisse seul dans la pénombre. De l'autre côté de la fine cloison, je l'entends s'entretenir avec un autre patient, une jeune femme qui souffre également du dos. Il revient un peu plus tard pour retirer les aiguilles. Alors que nous regagnons la réception, je me sens déjà mieux. La douleur s'est estompée et mes mouvements sont plus fluides, mais le docteur Wu reste prudent. « Ne vous réjouissez pas trop vite, me dit-il. Le dos est un sujet compliqué et il lui faut du temps pour guérir. Soyez patient. » J'acquiesce et je détourne les yeux en lui tendant ma carte de crédit, sachant ce qui va suivre. Il faudrait que vous reveniez faire au moins 5 autres séances, m'annonce-t-il. Comme toujours, je procède comme j'ai fait lors de ma dernière visite. Je prends un autre rendez-vous en comptant bien secrètement m'y soustraire. 2 jours plus tard, la douleur a suffisamment diminué pour que j'annule la prochaine visite en me félicitant de ce gain de temps et d'argent. Après tout, pourquoi multiplier les séances d'acupuncture alors qu'une seule suffit à me remettre sur pied? Mais suis-je vraiment guéri? 3 mois ont passé et me voici de retour sur la table de Dr. Wu. Cette fois, la douleur irradie jusque dans la jambe. Même la position allongée me fait mal. Le docteur Wu jubile. Tout en insérant ses aiguilles, il m'explique que l'impatience est l'ennemi d'une bonne médecine. Avant de se montrer plus précis, « Quelqu'un comme vous n'ira jamais mieux, m'assène-t-il d'un ton plus triste que fâché, parce que vous êtes quelqu'un qui veut soigner son dos rapidement. » Oups! Le diagnostic fait mouche là où ça fait mal. Non seulement je suis obligée de plaider coupable, mais j'aurais dû le comprendre depuis le temps, car cela fait 20 ans que je tente de soigner mes problèmes de dos à la va-vite. Le comble, c'est que je parcours le monde en donnant des conférences pour défendre les vertus de la lenteur, l'importance de prendre son temps et de faire aussi bien que possible plutôt qu'aussi vite que possible. Il m'est même arrivé de chanter les louanges d'un tel ralentissement devant des médecins. Mais si la lenteur a transformé ma vie, le virus de la précipitation reste manifestement tapis dans mes cellules. Avec une précision chirurgicale,
Le docteur Wu vient de mettre le doigt sur une vérité dérangeante que je tente d'ignorer depuis des années. Pour ce qui est de soigner mon dos, je reste un adepte des solutions immédiates. Toujours trop vite. Mon parcours médical ressemble à une croisière éclair. En la matière, j'ai tout vu et tout essayé. Au cours des 2 dernières décennies, mon dos a été tordu, malaxé, étiré par une kyrielle de physiothérapeutes, masseurs, ostéopathes et autres chiropracteurs. La partie inférieure de mes lombaires a été enduite d'huile essentielle de bouleau, de camomille bleue et de poivre noir par d'innombrables aromathérapeutes. Une foule de réflexologues ont comprimé les points de ma voûte plantaire correspondant à la zone dorsale. J'ai porté un corset, avalé antalgique et décontractant et dépensé une fortune en fauteuils ergonomiques, semelles orthopédiques et matelas médicaux. Les pierres chaudes, ventouses, électrodes, chaufferettes, compresses réfrigérantes, cristaux et ultrasons n'ont plus de secret pour moi. De même que le Reiki, le yoga, la technique Alexander et le Pilate. J'ai même rendu visite à un chaman brésilien. À ce jour, tout a échoué. Certes, j'ai connu des moments de répit, mais après presque un quart de siècle de traitements en tout genre, j'ai toujours mal au dos et ça ne va pas en s'arrangeant. Peut-être que je n'ai pas encore déniché la méthode qui me conviendrait. D'autres que moi ont bien réussi à soigner leur dos grâce aux thérapies que j'ai expérimentées, et mon sorcier brésilien disposait d'impressionnantes références. Ou alors, ce qui semble plus vraisemblable, le docteur Wu a raison. En d'autres termes, j'aborde chacune de ces cures comme une solution instantanée en m'attaquant aux symptômes sans traiter les causes, tout content quand le traitement m'apporte un soulagement passager, contrarié quand les progrès tardent ou exigent de plus gros efforts avant de passer au remède suivant, comme un boulimique qui enchaîne les régimes. Il y a quelque temps, j'ai repéré un site internet qui vantait les mérites de la magnétothérapie sur les lombalgies. Eh bien, au lieu de m'interroger sur le sérieux du procédé, mon premier réflexe a été de me demander si je pourrais le tester à Londres. Rassurez-vous, ce livre n'est pas un mémoire sur le mal de dos, car rien n'est plus pénible que d'écouter la litanie des bobos d'un autre. Le récit de cette vaine bataille contre mes maux a toutefois le mérite de mettre en lumière un problème plus général, affectant chacun d'entre nous. Soyons francs, je ne suis pas le seul à courir après les remèdes miracles. Dans tous les domaines, médecine, couple, travail, politique, nous sommes tous adeptes des solutions rapides. Cette propension à chercher les raccourcis n'est pas nouvelle. Il y a 2000 ans, Plutarque dénonçait déjà les ordres de charlatans qui vendaient des cures miracles aux candides citoyens de la Rome antique. À la fin du XVIIIe siècle, à Londres, les couples infertiles se pressaient dans l'espoir de s'ébattre dans le légendaire lit céleste. Une machine qui leur promettait de la musique douce, des miroirs au plafond et un matelas de délicates gerbes de blé ou d'avoine mélangés à des baumes, des pétales de rose et des fleurs de lavande, ainsi que le crin des plus beaux étalons anglais, tandis qu'un courant électrique générait un prétendu champ magnétique conçu pour fournir aux nerfs le niveau de puissance et d'énergie requis. Pour quel résultat allégué? La conception instantanée d'un enfant, son coût, l'équivalent de 3 500 €. Aujourd'hui, cette soif de solutions express est devenue la norme dans une culture rythmée par la fonction avance rapide, le service à la demande et les produits instantanés. Qui a encore le temps ou la patience de s'engager dans des débats aristotéliciens ou s'embarrasser du long terme? Nos politiques veulent des résultats immédiats en vue des prochaines élections ou de la prochaine conférence de presse. Nos marchés paniquent si une industrie fragilisée ou un gouvernement affaibli peine à brandir un plan de redressement immédiat.
Les sites Internet sont truffés de messages publicitaires promettant des solutions rapides pour chaque problème qu'appréhende Google. Des tisanes pour stimuler votre vie sexuelle, des vidéos pour améliorer votre swing au golf, des applis pour dénicher le prince charmant. Autrefois, le mécontentement social s'exprimait au moyen de tracts, de manifestations ou de participation à des débats publics. Désormais, la plupart d'entre nous se contentent de cliquer sur j'aime ou de balancer un tweet. Dans le monde entier, les médecins sont sous pression pour guérir vite, ce qui implique souvent le recours à une pilule quelconque, remède instantané par excellence. Déprimé, essayez le Prozac. Des problèmes de concentration? Prenez donc de la Ritaline. Dans sa quête perpétuelle pour un mieux-être immédiat, le Britannique moyen avalerait environ 40 000 pilules au cours de sa vie. Je suis donc sans doute loin d'être le seul patient impatient du Dr Wu. Aujourd'hui, meilleur moyen de gagner de l'argent n'est pas de guérir les gens, prétend-il, mais de leur vendre la promesse d'une guérison immédiate. De fait, dépenser de l'argent est devenu une solution miracle en soi, une virée shopping étant présentée comme le moyen le plus efficace pour remonter un moral chancelant. Nous nous moquons de cette shopping thérapie tout en exhibant notre nouvelle paire de Louboutins ou la toute dernière tablette iPad. Le marché florissant de la diététique ne s'y est pas trompé en élevant ce culte de l'immédiateté au rang d'art. La taille manquait en une semaine, vantant les pubs « Perdez 10 kilos en 3 jours seulement ». Vous pouvez même acheter un dépannage express pour faire face à certaines obligations sociales. Que vous recherchiez un partenaire de tennis, un témoin de mariage, quelqu'un pour aller au cinéma ou un gentil tonton pour encourager vos enfants lors de leurs activités sportives du mercredi, vous pouvez désormais louer un ami auprès d'une agence spécialisée. Une sortie avec votre nouveau meilleur copain vous coûterait autour de 8 € de l'heure. Une équation qui ne fonctionne pas. Chacune de ces solutions toutes prêtes promet un rendement maximal pour un investissement minimal. Le problème, c'est que l'équation ne fonctionne pas. Car toutes ces génuflexions devant l'autel du maintenant tout de suite nous rendent-elles plus heureux ou plus productifs? Améliorent-elles notre état de santé? Nous aident-elles à affronter les défis épiques auxquels doit faire face l'humanité à l'aube du 21e siècle? Existe-t-il vraiment des applis pour toutes les situations? Bien sûr que non. Vouloir résoudre les problèmes à toute vitesse, c'est comme poser un plâtre sur un os cassé quand une opération s'impose. Cela permet d'obtenir un sursis, mais il faudra payer le prix fort un peu plus tard. La vérité, aussi déplaisante soit-elle, c'est que les solutions express ne résolvent rien et même, dans certains cas, compliquent dramatiquement la situation. Nous en avons la preuve tous les jours. Malgré les milliards dépensés en produits qui nous promettent, juste à temps pour l'été, des cuisses de star et des abdominaux en béton, force est de constater que les bedaines fleurissent un peu partout. Comment est-ce possible? Tout simplement parce que le remède miracle pour un ventre plat n'existe pas. Toutes les études montrent que la plupart des personnes qui perdent du poids grâce à un régime rapide reprennent tous les kilos perdus, et souvent plus dans les 5 ans. Même la liposuction, cette arme atomique du combat pour la minceur, peut vous exploser entre les doigts. En règle générale, la graisse retirée des cuisses ou de l'abdomen refait surface à un autre endroit dans l'année qui suit. Dans certains cas, le résultat peut être encore plus dramatique. Regardez les effets désastreux de la shopping therapy. Posséder le tout dernier sac Vuitton vous a peut-être remonté le moral, mais l'amélioration est habituellement passagère. Très vite, vous arpenterez les boutiques et surferez sur la toile en quête de nouveaux frissons, tandis que les factures s'accumuleront sur votre bureau. Considérons maintenant les ravages que produit notre penchant pour les médicaments. Selon certaines statistiques,
2,5 millions d'Américains abusent des produits sur ordonnance et plus de 1 million doivent être hospitalisés chaque année pour cette raison. La surconsommation de substances légales est même devenue la première cause de mort accidentelle aux États-Unis, où le marché noir des médicaments réglementés a suscité une forte augmentation des vols à main armée dans les pharmacies. Même les unités néonatales signalent une forte croissance du nombre de bébés nés de mères accros aux antalgiques. Le résultat fait peur. Ces nouveau-nés souffrant de symptômes de manque pleurent, vomissent, ont des convulsions ou se frottent le nez jusqu'à ce qu'ils saignent, ont du mal à se nourrir et à se respirer. Il est illusoire de chercher à résoudre des problèmes complexes en se contentant d'y consacrer de l'argent. En 2008, pour remettre à flot ces écoles publiques, la ville de New York a décidé de fixer le salaire des professeurs en fonction des performances de leurs élèves. Après avoir déboursé plus de 55 millions de dollars sur 3 ans, les instigateurs de ce programme y ont renoncé parce qu'il n'avait entraîné aucune progression des résultats ni des méthodes pédagogiques. Il est alors apparu que renflouer une école en déroute exigeait, comme nous le verrons plus loin, des mesures beaucoup plus sophistiquées que de simples incitations financières. Les limites du court terme. Même dans le monde des affaires, où la rapidité est généralement un avantage, notre attirance pour les solutions à court terme finit par être contre-productive. Quand les entreprises traversent des périodes délicates où doivent doper leurs chiffres d'affaires ou leurs cours en bourse, leur premier réflexe est souvent de réduire les effectifs. Mais les licenciements hâtifs donnent rarement de bons résultats. Ils peuvent priver une société de ses forces vives, démoraliser les employés qui restent et effrayer clients et fournisseurs. Cette méthode passe fréquemment à côté de problèmes plus profonds. Après 30 ans passés à analyser cette question sous tous les angles, Franco Gandolfi, professeur de management, en est arrivé à cette conclusion. Globalement, les conséquences financières d'une réduction d'effectifs sont négatives. L'irrésistible ascension de Toyota, puis sa chute vertigineuse, en constituent un exemple édifiant. Le constructeur automobile a conquis le monde en s'attaquant aux problèmes à la source, d'une manière quasi obsessionnelle. Lorsqu'une anomalie affectait une chaîne d'assemblage, n'importe quel ouvrier, même le moins qualifié, pouvait tirer sur un fil qui actionnait une alarme sonore et lumineuse, connue sous le nom d'andon. Comme les tout jeunes enfants, les employés répétaient alors en boucle « Pourquoi, pourquoi, pourquoi ?» Un problème sérieux pouvait même entraîner l'interruption de toute la chaîne. À chaque fois, l'incident débouchait sur une solution durable. Tout a changé quand Toyota s'est mis en tête de devenir le numéro 1 mondial des constructeurs automobiles. Le management a eu les yeux plus gros que le ventre, perdu le contrôle de la chaîne logistique et ignoré les avertissements que leur adressaient les équipes sur le terrain. Il a ensuite entrepris d'éteindre les incendies sans se préoccuper de comprendre ce qui les avait déclenchés. Au final, il a fallu rappeler plus de 10 millions de véhicules défectueux, ce qui a torpillé la réputation du groupe, pulvérisé des milliards de dollars de chiffre d'affaires et généré une kyrielle de procès. En 2010, Akio Toyoda, le très controversé président de l'entreprise, a dû s'expliquer devant le Congrès américain sur les raisons qui ont fait chuter Toyota. Nous avons voulu poursuivre notre croissance à un rythme qui dépassait les capacités de développement de nos effectifs et de notre entreprise. En clair, nous avons cessé d'actionner le signal en don pour favoriser des solutions à court terme. La même folie a cours dans le monde du sport professionnel. Lorsqu'une équipe connaît une baisse de régime et qu'une indignation fiévreuse commence à enflammer tribunes et médias, ses dirigeants ont toujours recours au même vieux remède. Ils révoquent l'entraîneur et en recrutent un nouveau. L'impatience qui s'est emparée du monde a rendu la course aux résultats encore plus frénétique. Depuis 1992,
La longévité moyenne des managers anglais des clubs de football professionnel est passée de 3,5 à 1,5 années. Pour les équipes en queue de peloton, la norme s'établit entre 6 mois et 1 an. Cette politique des chaises musicales a pourtant des conséquences tragiques en termes de gestion d'équipe. Des études ont montré que, dans la plupart des cas, les nouveaux messies n'offrent à leur club qu'une courte lune de miel. Après une douzaine de matchs, les performances retombent à leur niveau précédent, voire à un niveau inférieur. Cela ne vous rappelle pas la reprise quasi systématique des kilos perdus après un régime éclair? Une analyse des conflits dans le monde met en lumière le même type d'errement. La coalition menée par les États-Unis en 2023 n'a pas réussi à transformer la spectaculaire invasion de l'Irak en reconstruction à long terme du pays. Tandis que les troupes occidentales se pressaient à la frontière, Donald Rumsfeld, alors secrétaire d'État à la Défense, a remis au goût du jour une vieille antienne. Nos soldats seront de retour à Noël. À l'époque, il déclara « Il se peut que la guerre dure 6 jours, peut-être 6 semaines, mais je doute qu'elle dure 6 mois. » Pourtant, ce qui a suivi, ce sont des années de chaos, de carnage et d'insurrection, couronnées par une retraite déshonorante avant que le boulot soit achevé. Selon l'argot des militaires américains, les brutes galonnées s'étaient assises sur la règle dite des 7 P. Prior Planning and Preparation Prevents Peace Poor Performance. Planification et préparation évitent les interventions foireuses. Même l'industrie technologique, ce temple de la vitesse, est en train d'expérimenter que la multiplication des données et l'amélioration des algorithmes ne résolvent pas tout. Un groupe de spécialistes en informatique a récemment été missionné auprès de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour éradiquer les maladies tropicales comme la malaria et le ver de Guinée. L'expérience a donné lieu à un choc des cultures. Le département des maladies tropicales se trouve à des années-lumière des bureaux ultra-design de la Silicon Valley. Des placards gris et des piles impressionnantes de dossiers tapissent des couloirs mal éclairés, un écriteau jaune rédigé à la main et scotché sur le distributeur de boissons signale qu'il ne fonctionne plus. Des chercheurs en sandales travaillent dans la quiétude de salles pourvues de ventilateurs au plafond. On dirait l'unité de sociologie d'une université en mal de financement ou l'avant-poste administratif d'un pays en développement. Comme nombre d'experts de cette institution, Pierre Boucher s'est amusé des merveilles que prétendaient pouvoir accomplir des fringants intervenants. Ces pontes se sont pointés avec leur ordinateur en nous disant « Filez-nous les données et les cartes, on va vous arranger tout ça. » Et moi, je me suis dit « Sans blague ». Les maladies tropicales constituent un problème incroyablement complexe qu'on ne pourra jamais résoudre avec juste un clavier. Et est-ce que ces génies ont fait avancer les choses? Ai-je demandé malgré tout plein d'espoir? Absolument pas, m'a répondu Boucher. Ils sont repartis comme ils étaient venus et on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Bill Gates, grand prêtre des solutions rapides, a lui aussi appris la leçon à ses dépens. En 2005, il a mis les scientifiques du monde entier au défi de trouver en un temps record des solutions aux plus graves problèmes de santé ayant jamais existé. La fondation Bill et Melinda Gates a ainsi octroyé 458 millions de dollars de subventions à 45 des quelques 1500 propositions qui ont afflué en retour. À cette occasion, ont été avancées des propositions aussi étourdissantes que l'invention de vaccins ne nécessitant aucune réfrigération. 5 ans plus tard, à l'heure du bilan, l'humeur était moins joyeuse. Même les projets les plus prometteurs étaient encore loin de déboucher sur des solutions concrètes. Nous nous sommes montrés naïfs au début, a concédé Bill Gates. La morale de toutes ces histoires est claire. La solution express n'est pas le cheval sur lequel il faut parier. À lui seul, aucun algorithme n'a jamais résolu un problème sanitaire mondial.
Aucun achat impulsif n'a jamais révolutionné une vie. Aucun médicament n'a jamais guéri une maladie chronique. Aucune boîte de chocolat n'a jamais réparé un cœur brisé. Aucun DVD éducatif n'a jamais transformé un enfant en mini Einstein. Aucun programme TED n'a jamais changé le monde. Aucun tir de drone n'a jamais éliminé un groupe terroriste. La réalité est toujours complexe. L'art de la solution lente. Dans tous les domaines, santé, politique, éducation, société, affaires, diplomatie, finances, environnement, les défis auxquels nous sommes confrontés sont de plus en plus complexes et les solutions de plus en plus urgentes. Mais les réparations de fortune ne sont plus de mise. L'heure est venue de résister au chant des sirènes qui vendent des solutions inabouties et des palliatifs à court terme. Il est temps d'apporter de vraies réponses aux problèmes et de découvrir une meilleure façon d'aborder chaque type de question. Il nous faut apprendre l'art de la solution lente. D'abord, il convient de définir cette expression. Tous les problèmes ne naissent pas égaux. Certains acceptent une solution simple et rapide. Il arrive ainsi que l'ajout d'une seule ligne de code puisse empêcher un virus sur une page web de semer la panique et la désolation au sein d'un groupe. Lorsque quelqu'un s'étouffe, la méthode de Heimlich permet de dégager les voies respiratoires et de lui sauver la vie. Ce livre s'intéresse à des problèmes d'un tout autre genre, aux paramètres incertains et mouvants qui dépendent de comportements humains et pour lesquels il n'existe peut-être pas de bonne solution. Je pense au réchauffement climatique, à l'obésité ou à la croissance dangereuse d'une entreprise. Face à de telles problématiques, le remède instantané s'attaque aux symptômes plutôt qu'à la cause. Il donne la priorité au soulagement à court terme plutôt qu'à la guérison à long terme. Il ignore les effets secondaires indésirables. Chaque culture a sa terminologie pour ses réponses superficielles. Les Français les appellent solutions de fortune. Les Argentins parlent de réparer avec du fil de fer. Les Anglais évoquent les thérapies pansements ou les solutions ruban adhésif. Les Finlandais se moquent des crevaisons réparées avec du chewing-gum. Les Indiens utilisent le mot jugaad pour les solutions qu'il s'agisse de construire une voiture ou de réparer une plomberie défaillante bricolée avec les moyens du bord. Mais la métaphore que je préfère pour décrire cette folie de remède miracle reste cette expression coréenne, uriner sur une jambe glacée. Car s'il paraît envisageable qu'un jet de liquide tiède apporte un soulagement ponctuel, la souffrance devient atroce quand il se met à geler sur la peau. Alors, qu'est-ce que cette fameuse solution lente? C'est à cette question que ce livre va tenter de répondre. Mais il semble déjà évident qu'elle repose sur une vertu assez peu répandue de nos jours, la patience. Sam Miklusz le sait mieux que quiconque en sa qualité de fondateur d'Odyssey of the Mind, l'Odyssée de l'Esprit, une sorte de JO de la créativité intellectuelle et de la résolution de problèmes. Chaque année, les élèves de 5000 écoles du monde entier se réunissent pour tenter de résoudre l'un des 6 défis imaginés par Miklusz. Il peut s'agir de construire une structure en balsa capable de supporter un certain poids, de défendre les mérites d'un aliment lors d'une parodie de procès, ou d'imaginer avec la plus grande précision possible la découverte de trésors archéologiques passés au futur. Les équipes s'affrontent lors de concours régionaux, puis nationaux, avant de pouvoir accéder à une finale annuelle au niveau international. La NASA est l'un des principaux sponsors de ce programme et elle y dépêche ses agents pour repérer de jeunes talents. J'ai rencontré Sam Miklusz lors du championnat de 2010 qui se déroulait à East Lansing dans le Michigan. Cet ancien professeur de dessin industriel vit en Floride et ressemble trait pour trait au retraité américain moyen avec ses chaussures confortables, ses cheveux gris et son teint hâlé. À l'occasion de cette compétition, entouré de hordes d'enfants déguisés mettant la dernière main à leur présentation, il papillonne comme un gamin au matin de Noël. Tout le monde l'appelle affectueusement Sam.
Au cours des 30 années d'Odyssey of the Mind, Sam Micluse a pu observer comment le culte de la solution immédiate finissait par tout circonvenir, affirme-t-il. Quand je demande aux gens de s'arrêter sur un problème, 1 ou 2 minutes, pas plus, ils regardent leur montre au bout de 10 secondes. Ils boivent une gorgée d'eau et considèrent l'immense gymnase dans lequel nous sommes installés. On dirait les coulisses d'une scène du West End londonien avec des gamins courant en tous sens et qui hurlent des instructions en assemblant des accessoires ou testant des engins ultra sophistiqués. Le regard de Sam Micluse se pose sur un groupe de fillettes d'une douzaine d'années à peine, absorbées par la réparation d'une courroie de leur camping-car de fortune. Même durant cette finale, qui regroupe pourtant la crème des futurs spécialistes de la résolution de problèmes, nombre de gamins continuent de se ruer sur la première idée qui leur vient à l'esprit et fonctionne immédiatement, explique-t-il. Mais la première idée est rarement la meilleure et il faut souvent des semaines, voire des mois pour trouver la solution adaptée à un problème, sans compter qu'ensuite, il faut la laisser mûrir. Personne, pas même Sam Micluse, n'affirme qu'il faut résoudre tous les problèmes en prenant son temps. Dans certains cas, par exemple, quand il faut prendre en charge un soldat blessé sur un champ de bataille ou refroidir un réacteur nucléaire endommagé, il n'est pas possible de rester à cogiter dans son fauteuil pour prendre du recul et considérer le long terme. Dans ces situations, il faut faire appel à MacGyver, attraper le rouleau de scotch et bricoler une solution immédiatement opérationnelle. En 1970, lorsque les astronautes d'Apollo 13 ont annoncé à la base de Houston qu'il avait un problème, les grosses têtes du centre de contrôle de la NASA n'ont pas commencé par ouvrir une enquête pour comprendre ce qui avait causé l'explosion du réservoir d'oxygène du vaisseau spatial. Ils ont tout de suite retroussé leurs manches et ont bossé jour et nuit pour bidouiller une solution de fortune qui permettrait d'adapter les filtres d'oxyde de carbone afin que les astronautes puissent utiliser le module lunaire comme canot de survie. En moins de 40 heures, les cracks de Houston ont imaginé un système ingénieux à partir des objets disponibles à bord du vaisseau, du carton, des bouts de tuyaux, des sacs plastiques et du ruban adhésif. Une solution temporaire, certes, mais qui a permis de ramener l'équipage d'Apollo 13 sain et sauf sur le plancher des vaches. C'est seulement dans un second temps que la NASA a consacré des milliers d'heures à identifier la cause de l'accident et à mettre au point un moyen de garantir que les réservoirs d'oxygène n'exploseraient plus jamais. Mais combien d'entre nous suivent l'exemple de la NASA? Dès qu'une intervention immédiate permet d'éliminer les symptômes d'un problème, comme ces séances d'acupuncture qui soulagent ponctuellement mon mal de dos, nous devenons beaucoup moins enclins à actionner le signal en don pour faire face au raz-de-marée des créances douteuses qui a failli couler l'économie en 2008. Les gouvernements du monde entier ont aussitôt mis en place des mesures de renflouement pour un coût total de plus de 5 000 milliards de dollars. Voilà pour l'indispensable traitement à court terme. Mais une fois la menace dissipée, la volonté de trouver un remède plus durable au problème s'est elle aussi évaporée. Dans tous les pays, les politiciens se sont bien gardés de promouvoir les réformes en profondeur qui nous prémuniraient d'un nouveau film catastrophe, Armageddon financier 2, le retour. Trop souvent, quand une solution dans l'urgence échoue, nous nous lamentons et promettons de tourner la page avant de reproduire les mêmes erreurs encore et encore. Même lorsqu'un changement radical s'impose, les gens continuent de s'en remettre aux réponses à court terme, se désole Ranjay Gulati, professeur de gestion à la Harvard Business School. Ils donnent l'impression de vouloir aller dans le bon sens, mais ils ne poursuivent pas sur leur lancée et ce qui devait être une solution en profondeur reste une fois de plus un traitement à court terme. Le problème est récurrent. Ce qui est arrivé à la firme BP en est un exemple frappant. En 2005, l'explosion de sa raffinerie du Texas a fait 15 morts et 180 blessés parmi les employés. Moins d'1 an plus tard, des fuites étaient repérées,
à 2 reprises sur une pipeline rouillée qui s'étend sur près de 25 km au large des côtes de l'Alaska. Sur un intervalle aussi court, ces 2 dysfonctionnements auraient dû alerter les esprits et faire comprendre à BP que des années de coupe sombre dans les dépenses commençaient à avoir des répercussions graves pour la firme. En 2006, John Brown, alors président du groupe, parut admettre que l'heure n'était plus au bricolage de fortune. Nous devons organiser nos priorités, annonçait-il, et notre premier travail consiste à nous atteler à ce qui vient de se passer. Nous ne nous contenterons pas d'une solution superficielle, nous la corrigerons en profondeur. Mais ce beau discours ne s'est jamais concrétisé. BP a continué d'opérer plus ou moins comme par le passé, ce qui lui a fallu une rafale de blâmes officiels et une amende rondelette pour avoir manqué à l'engagement pris par Brown. En avril 2010, le groupe a fini par payer cher le prix de son cynisme. Une nouvelle explosion a détruit la plateforme de forage de Deepwater Horizon, faisant 11 morts et 17 blessés parmi les employés, avant de craquer dans le golfe du Mexique plus de 780 millions de litres de pétrole brut qui ont provoqué la plus grande catastrophe écologique de l'histoire des États-Unis. Ce fiasco nous rappelle combien notre addiction aux solutions à court terme peut être dangereuse. Pourtant, même si des vies sont en jeu, si d'énormes sommes d'argent risquent d'être perdues, si une redoutable incertitude pèse sur notre quotidien, notre santé, nos emplois et notre environnement, et bien que nous sachions que la route menant à la catastrophe est pavée de remèdes dérisoires, nous nous obstinons à nous jeter sur ces solutions à court terme comme des papillons de nuit attirés par une flamme. Il y a malgré tout une bonne nouvelle. Nous pouvons nous affranchir de cette dépendance. Dans tous les secteurs, nous sommes de plus en plus nombreux à prendre conscience qu'il n'est pas toujours opportun de vouloir résoudre trop vite les problèmes complexes, que les meilleures solutions ont besoin que nous leur consacrions du temps, des efforts et des moyens, donc que nous appuyons sur la pédale de frein. Ce livre soulève beaucoup de questions. Qu'est-ce que la solution lente? Chaque difficulté appelle-t-elle la même recette? Comment savoir si un problème a été correctement résolu? Et surtout, comment mettre en œuvre la solution lente dans un monde accro à la vitesse? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai parcouru la planète en tous sens et rencontré des gens qui portent un regard nouveau sur la manière de résoudre les problèmes compliqués. Nous allons rendre visite au maire qui a révolutionné les transports en commun de Bogota, en Colombie, passer un peu de temps en compagnie des pensionnaires et des gardiens d'une prison modèle en Norvège, étudier la manière dont les Islandais sont en train de réinventer la démocratie. Certaines des solutions examinées pourront peut-être trouver à s'appliquer dans votre propre vie, dans votre entreprise ou dans votre réseau social. Mais mon but est d'agir en profondeur. Je veux retirer de toutes ces histoires quelques principes universels sur la façon de découvrir la solution la plus adaptée lorsque tout va de travers. Il faudra donc identifier les points communs entre des problèmes qui n'ont en apparence aucun lien entre eux. Par exemple, dans quelle mesure les émissaires de la paix au Moyen-Orient pourraient s'inspirer du système de don d'organes en Espagne? Comment un programme pour redynamiser un village rural au Vietnam pourrait améliorer la productivité d'une société canadienne? Que peut apporter la réhabilitation d'une école de Los Angeles à des chercheurs français chargés de réinventer la bouteille d'eau? Que pouvons-nous apprendre des cerveaux de la NASA, des jeunes inventeurs d'Odyssey of the Mind ou des gamers invétérés qui passent des heures à résoudre des problèmes en ligne? Ce livre répond également à une quête personnelle. Après des années de faux joie et de demi-mesure, de raccourcis stériles et de faux fuyants, je veux découvrir pourquoi j'ai mal au dos. Est-ce mon régime alimentaire, ma posture, mon style de vie? Mes douleurs lombaires auraient-elles une cause émotionnelle ou psychologique? Je suis enfin prêt à prendre le temps qu'il faut pour obtenir la guérison définitive de mon dos. Fini les réparations dérisoires avec des solutions à court terme. J'arrête d'uriner sur une jambe congelée.
L'heure de la solution lente a sonné.